Alors, on va vous parler de Fermob. Donc on a 1h30 à peu près d'intervention à nous quatre. L'idée c'est que vous posiez des questions plutôt à la fin. Donc n'hésitez pas à les noter et puis on les reprendra ensemble. Donc moi je vais vous faire une introduction un peu historique sur l'entreprise, la marque, ce qui fait un peu les clés du succès. On parlera ensuite du réseau retail, alors toujours avec moi, du réseau grande distribution avec Frédéric, réseau online avec Anne, le site web Fermob avec Nicolas et la transformation avec Benjamin. Bernard nous rejoindra, alors c'est pas noté ici, à 12h15 pour faire une petite introduction, conclusion, vous dire deux mots sur l'entreprise. Et puis ensuite on partira... Bernard Rébier, c'est le président. Pardon, Bernard Rébier est le président propriétaire de l'entreprise depuis 30 ans cette année. Voilà, ensuite on ira déjeuner, on fera les groupes de visite, on fera des groupes pour visiter l'entreprise. Voilà, alors, au niveau de l'historique, Fermob en fait a une vie depuis très longtemps, alors pas forcément sous le nom Fermob. Au départ c'était l'atelier d'un maréchal Ferrand, donc au 19e siècle. Donc qui s'est poursuivi, qui s'est vraiment développé dans les années 70, qui fabriquait des portails et du mobilier de jardin. Sauf que dans les années 70, c'est relativement gros, il y a une centaine de personnes qui travaillaient au sein de l'entreprise, donc c'était basé, je crois que c'était pas à Toissé, c'était à 10 km d'ici, à Saint-Didier, semble-t-il. Ouais. Mais enfin, en tout cas, c'était dans ici. Voilà, et dans les années 80, je pense que vous vous souvenez tous des gros monoblocs en plastique à 10 francs là, qu'on trouvait absolument partout, donc ça a absolument cassé le marché du mobilier de jardin. Fermob s'est retrouvé en difficulté importante, et c'est à cette occasion que Bernard Rébier a repris l'entreprise en 89, et en fait lui, le truc qu'il a fait kiffer, on va dire, c'était le côté très design de certains produits, puisqu'il y avait déjà eu des partenariats avec des designers comme Woodbot, qui étaient déjà assez pointus, et le côté couleur dans le jardin. Donc en fait, il l'a racheté pour ces raisons-là, et ensuite, voilà, il y a une histoire assez fantastique de l'entreprise. Donc je vous ai mis quelques dates, mais il y a des dates, il y en a 4 par an, donc sinon j'aurais passé la matinée à vous rappeler les dates. Donc ce qu'on peut dire d'un point de vue industriel, en 97, on a implanté une chaîne de peinture zéro rejet qui était ultra innovante et qui était une des premières en Europe. Nous, notre savoir-faire, c'est la peinture, c'est la couleur, donc la peinture. Un autre événement important dans les années 2000, en 2004, a été installée la politique de marque véritablement, donc de gros investissements en marketing sur la marque Fermob, le logo Fermob, la communication, les catalogues, enfin, tout ça a été un très grand renouveau et ça a été le point de départ en fait d'une croissance qu'on connaît encore aujourd'hui, croissance à 2 chiffres sur quasiment tous les réseaux. Donc ça a été important avec une nouvelle identité visuelle. Voilà. Dans la foulée de cette politique de marque en 2009, on a ouvert le premier shop-in-shop Fermob, donc un corner Fermob, chez nos revendeurs indépendants. On en a une centaine aujourd'hui en Europe. En 2010, parce que la qualité et l'attention à l'environnement fait partie des choses importantes pour nous, donc en 2010, on a une certification ISO 14001. En 2013, alors là, on a racheté la société Vlaminck, je ne sais pas si vous connaissez Vlaminck, basée à Mâcon, qui a un savoir-faire au départ de tissage et de fabrication de coussins dans le mobilier d'extérieur, et Vlaminck est, alors un peu à l'opposé de Fermob, à 80% présent sur des espaces publics, et notamment sur la Côte d'Azur. On peut dire que 95% des plages de la Côte d'Azur sont équipées en Vlaminck, avec des parasols, des coussins, des bains de soleil, des tables, et essentiellement avec des matériaux type bois, que nous, on ne faisait pas forcément chez Fermob. Donc il y a une complémentarité de savoir-faire et de marché qui était intéressante pour nous. En 2015, on a ouvert notre premier magasin en Chine. Alors, on n'a pas autant que le monsieur Excel, là, mais on essaye, voilà. Nous, on en a une dizaine, c'est déjà pas mal. Voilà, et 2017, suite des rachats, on a racheté Rodé. Alors, Rodé, c'est une société qui fabrique du mobilier aussi en métal, qui a un savoir-faire assez similaire au nôtre, qui est basé dans la Drôme, et qui est un peu une extension de notre usine d'ici qui commence à être à saturation. Donc ça nous permet de produire encore plus et d'agrandir nos capacités de production, d'avoir un savoir-faire complémentaire et puis de rapatrier aussi une partie des produits qu'on fait en Chine, de ce point de vue-là aussi. Voilà, et Smart and Green, le dernier arrivé dans le groupe,
Smart Aveling sont basés à côté de Grenoble. Ils font du luminaire et pas mal de luminaires connectés. Donc on a aussi pris une importante participation dans l'entreprise parce que c'est eux qui ont fait notamment tout ce qui concerne nos luminaires, hein, qui est une nouvelle collection qu'on a lancée il y a 3-4 ans. Donc c'est un peu notre laboratoire R&D luminaire, du fait que nous on est plutôt experts dans le métal. Voilà. Donc c'est rapide, hein, mais c'était juste pour vous donner quelques clés sur l'histoire de Fermeuble. Alors, vous allez voir, bon ça c'est en résumé ce que je viens de vous raconter, donc ça fait 100 ans qu'on a l'histoire et l'expérience, donc c'est du vrai marketing, enfin, c'est des vraies histoires qu'on raconte, c'est pas des inventions, voilà, ça c'est important. Ça fait 30 ans que Bernard a racheté, donc du coup on est quand même sur une dynamique de PME qui est flexible, où on peut prendre des décisions rapidement parce qu'en fait c'est lui et nous, donc on n'a pas 50 000 étages de décision, donc ça c'est important et on est indépendant dans le sens où lui il a un profil assez marketing et commercial, donc ça nous permet d'innover, d'avancer vite et puis ça explique aussi là où on en est aujourd'hui. On a fait 70 millions d'euros l'année dernière pour vous donner un ordre de grandeur, ça c'est à l'échelle que de Fermeuble et pas du groupe. Ici, on a à peu près 230 employés, on a 13 500 m² de site de production ici à Thoissey, mais on en a 15 000 chez Rodet, on a notre prestataire logistique aussi, donc c'est plus que ça et puis ça se développe. On travaille 4 000 tonnes de métal par an, on sort entre 600 et 700 000 pièces d'ici, donc c'est beaucoup, c'est un gros produit. Voilà. On fabrique, ouais, alors c'est même plus de 150 000 chaises bistrot par an. C'est fait à Thoissey ici, vous verrez tout à l'heure les installations. Et on a plus de 60 millions de produits. Ah, gamme, pardon. Oui, on a énormément de produits. On a 270 références produits standards, mais aussi on fait des produits faits sur mesure. Voilà. Donc, vous donner un ordre d'idée global. Alors, dans les engagements autres que marketing et commerciaux, dont on parlera après, on a le respect de l'environnement qui est important pour nous. On a donc la chaîne de peinture, une des plus perfectionnées en Europe avec 0 rejet, donc pareil, vous verrez tout à l'heure. On a un site qui est certifié et qui répond à toutes les normes françaises et quelques normes internationales. Enfin, quand on bosse avec les US, les normes, c'est très vert. Et on arrive à passer les diplômes, donc on est plutôt contente. On a une attention aussi sur la qualité qui est hyper importante parce qu'on ne peut pas avoir une marque et puis derrière des produits avec lesquels on a des soucis. Donc on a mis pas mal d'investissements sur la qualité. On a une équipe dédiée, on a des matériaux spécifiques et puis il faut savoir que le mobilier d'extérieur qui vit dehors, c'est extrêmement technique. Alors, c'est pas de la technologie, mais par contre, en fonction de comment est fabriqué le mobilier, pour pas que ça rouille, pour que ça tienne des années, bah, c'est super technique. Et en fait, nous, notre expérience de 30 ans d'industriel, elle nous sert vraiment pour développer des nouveaux produits et avoir cette expertise qui est importante pour nous en matière de qualité. Voilà, on a des matériaux qui sont aussi respectueux de l'environnement, donc le fer et l'alu. Alors, le fer, c'est recyclé en vrai à 90%. L'alu, c'est recyclé, mais un peu moins, parce qu'il y a moins de sources de recyclage. La peinture 0 rejet, donc ça, on en a parlé. Et on travaille aussi pas mal avec de la toile technique d'extérieur qui est fabriquée chez Ferrari, qui a la tour du pain, avec un particulier, voilà, Serge, tout à fait. Et qui ont mis en place une usine de recyclage de la TTE. Donc c'est pareil, ça fait partie des choses qu'on fait aussi avec eux. Voilà, alors... La production, pareil, on n'est pas dans la technologie, on est dans l'industrie, mais on a cette expertise et ce développement qu'on a eu dans l'usine. Donc il y a différentes étapes. Hein. Dans l'usine, vous verrez, il y a le débit, c'est là où on coupe en fait les matériaux, la soudure, donc on va souder les produits. Entre-temps, il y a le formage, on va former l'étape, mais vous le verrez, ce sera plus parlant quand vous ferez la visite. Le riftage, c'est pour... souder les produits avec du rivet, la peinture, le montage, l'emballage et la logistique. Donc on part de A jusqu'à Z sur la fabrication des produits. Comment? Alors oui, oui, en fait c'est comme les voitures. Exactement. Ouais, on peut changer la couleur en moins d'une minute. C'est-à-dire que nous, on passe aux 24 couleurs en 3 jours. Donc on a un vrai savoir-faire à ce niveau-là.
Le changement de couleur de la tendance. Oui, exactement. Ouais, c'est ça. Et vous le verrez, je ne sais pas si vous verrez le changement de peinture, mais effectivement, c'est hyper rapide. Oui, on est. Ouais. En fait, il y a une logique, même si dans l'absolu, il y a une logique de teinte. techniquement, si on leur parle, ils vous diront non, je peux faire du blanc après du rouge. Mais on évite. Mais ça peut. Voilà, donc Fermob, enfin le groupe, c'est un groupe en perpétuelle évolution avec des rachats, des savoir-faire, une vraie volonté d'aller de l'avant, des gens qui sont là depuis longtemps, donc qui ont une vraie expertise. Aussi des nouvelles personnes dans l'organisation, comme Benjamin qui est là depuis 1 an et demi, qui nous aident à nous transformer parce qu'il y en a besoin aussi. Voilà, avec, oui, nous on est fabricants et on revendique, c'est hyper important pour nous parce que ça nous permet de tester des produits, de fabriquer, de faire des produits. Enfin, on est vraiment dans notre métier. Et à côté de ça, on fait aussi pas mal de marketing. 100% français. Non, on a 3 sites de production en France, donc Vlamin qui va nous faire les poussins, on a Rodet qui va nous faire des produits, on a ici, vous allez visiter, et puis ensuite on a des centres en Chine, parce que l'alu et les lampes qu'on fait en résine, c'est pas fait ici, quoi. On va pas encore avancé dans le challenge de faire des LED. Voilà, donc du coup, on fait là où il faut faire. Alors, juste sur les 2 marques, donc on a vraiment 2 marques complémentaires, Fermob, fabrication à valeur ajoutée créative, la couleur, le métal, des petits produits, enfin plutôt des produits pratiques, fonctionnels. Vlamin, une culture industrielle qui est issue effectivement plutôt du tissage, des ateliers à Mâcon sur le tissage. Vlamin, ça fait 50 ans qu'ils sont sur les plages de la Côte d'Azur, donc on fait pas mal de jonctions entre Fermob et Vlamin, donc ça c'est bien. Voilà, et puis Vlamin, on est plutôt dans l'élégance, la French Riviera, tout ça, et Fermob, on est plus dans le Fermob People, les couleurs, la joie de vivre. Donc on a des marques qui sont très, très complémentaires. Des questions? Je vais vite, hein, mais parce que sinon, on n'aura pas le temps de tout passer. Alors, sur la distribution, on a des marchés qui sont complémentaires. On a le marché du grand public, qui est un peu le marché désir, où on va faire beaucoup de communication au niveau des consommateurs. Et là-dedans, on a 2 réseaux. Le réseau retail, donc c'est distribution sélective des boutiques, des indépendants. Et le réseau grande distribution, dont vous parlera Frédéric tout à l'heure. Ça, c'est 76% du chiffre d'affaires Fermob. Nous, c'est ça notre métier. Enfin, c'est ça notre historique. C'est la distribution plutôt grand public et plutôt sélective. On est aussi présent sur le marché professionnel, donc là c'est quand on la vend à des hôtels, des restaurants, au groupe Accor. Et alors ça c'est quelque chose qui se développe énormément et qui est un peu moins dans notre historique de métier, mais qu'on développe beaucoup parce qu'il y a un vrai potentiel. Ça, vous le faites en direct cette activité-là? Ouais, en fait quand on a racheté Vlamin. Tout ça c'est en direct? Pas tout. Quand on a racheté Vlamin, on a aussi racheté une force de vente contract. D'accord. Qui nous aide à vendre du Fermob et du Vlamin. Et du coup, c'est bien parce que maintenant, effectivement, on est en direct. Alors après, on ne va pas forcément faire la petite brasserie du coin, mais on est plutôt sur des grands groupes, des accords avec des centrales d'achat, on fait des choses avec McDonald's, avec Starbucks. Enfin, après, on a des partenaires avec pas mal de points de vente. Donc, des métros, des sociétés comme ça? Non. Vous seriez intéressé par un distributeur CHR petit? Alors on en a des distributeurs CHR, après on va en parler à déjeuner. Oui, il y a des revendeurs contracts, mais généralement c'est aussi des revendeurs qui font de l'aménagement de bureaux, des choses En fait, dans les revendeurs contracts, on a différentes typologies de revendeurs contracts. On a notre force de vente, des revendeurs type bureau, parce que c'est plutôt haut de gamme, des marques assez chères. C'est plutôt de l'aménagement. Et puis on a des revendeurs CHR aussi, qui vont faire plutôt de la vaisselle, des arts de table, tout ce qu'on a dans un restaurant par exemple. Donc on est présent un peu partout. Voilà. Donc ça c'est pour nos marchés. Sur la distribution internationale, en fait Fermob exporte depuis le début, c'est-à-dire que
comment il dit Bernard, il dit quand je suis arrivée chez Fermob, il y a 30 ans, comment on dit chaise, chair, comment on dit couleur, color, bah c'est bon, maintenant on va s'internationaliser. Depuis le début, il dit ça et il a raison, parce qu'aujourd'hui on fait 48% des chiffres à l'export, donc principalement en Europe, parce que c'est sûr que c'est plus facile quand on a côté le marché. Mais on a un gros développement sur le compte export. Voilà, donc, et la France reste quand même incroyablement dynamique, hein, parce que malgré le fait que c'est notre marché historique, et ben, on arrive à faire des croissances à 2 chiffres comme chaque année, donc c'est plutôt bien. Voilà. Notre distribution, alors pareil, hein, je ne vais pas se comparer à SEM, qui a des milliers de distributeurs. Nous, on a un front de vente de, on va dire, entre 2000 et 2500 clients dans le monde. Donc on a des cafés, hôtels, restaurants, comme on disait tout à l'heure, McDonald's, Accor, Starbucks, ça fait partie de nos clients. On a des grandes surfaces spécialisées, donc on est présent chez Gambert, alors Botanique qui fait partie du retail, comme on a pu mettre aussi, Jardiland, Castorama, etc., etc. On a des revendeurs retail, donc ça c'est des magasins indépendants qui vont faire plusieurs marques. Et on a des magasins Fermob, on en a 4 qui nous appartiennent, qui sont en France. Et dans le monde, on en a 18, je crois. Donc c'est essentiellement des licences d'anciens. Voilà. Et on a un site de vente en ligne, à nous aussi, qui fait partie des magasins, mais c'est sur le web. Voilà. Et on peut ajouter aussi que sur la partie contract, il y a beaucoup de sièges sociaux et de places publiques qui seront équipés Fermob, qui sont à et ben voilà. J'ai travaillé ça. Donc comme l'a dit Nicolas, on a des très très belles références et depuis longtemps, en fait, quand on regarde le partenariat qu'on a avec Times Square, qui est juste une vitrine fabuleuse pour nous, on a une centaine de parcs aux États-Unis quand même. C'est pas que Times Square, donc il y a un vrai travail de fond qui a été fait depuis très longtemps et qui fait qu'aujourd'hui on bénéficie de ces très belles vitrines, et notamment des vitrines internationales. Alors, la place Las Cibeles à Mexico, vous ne connaissez peut-être pas tous, mais c'est aussi une place renommée, il y a beaucoup de trafic, enfin, ça fait partie des choses qui sont vraiment intéressantes. Jardin de Luxembourg, bien évidemment, on est pas longtemps. Après, on est à Tel Aviv, on est à Atlanta au musée Coca-Cola, voilà, donc on a des très très belles références. On n'a pas tout mis aussi. Là, on est en Autriche, au siège de Siemens en Allemagne, ça on l'a fait l'année dernière. On est au Parlement européen en Belgique, hein, donc pareil, on a fait des choses personnalisées pour le coup. On est à Dubaï, on est en Australie, dans des universités. Enfin voilà, on a la chance d'avoir nos produits qui mettent un goût de joie de vivre et de couleur dans des lieux emblématiques. Alors voilà pour la France. Boulangerie Paul, McDo, David à Marseille, Paris-Plage, ouais, pour ceux qui connaissent Paris-Plage. On est équipe depuis le début Paris-Plage, avec notre place de la République, avec le logo de la place de la République. Voilà. Voilà pour les références. Alors, la marque, nous, on est vraiment dans une politique de marque, ça c'est hyper important pour nous. Donc, en 2 mots, on a un logo avec un petit... voilà, ça là, cette petite chose, c'est une samare. Le samare, c'est le fruit de l'érable. Ouais. Qui a un côté ludique parce que ça fait des hélicoptères, donc ça nous fait penser à quand on était enfant. L'arbre, c'est un des plus universels, donc il y a une notion d'accessibilité qui était importante aussi dans la construction du logo. Et c'est original dans le sens où il n'a pas une samare qui ressemble à une autre. Donc voilà, c'est aussi c'était intéressant de vous donner quelques petits détails là-dessus. Alors, toujours la marque, on a des valeurs qui doivent retranscrire dans tout ce qu'on fait en termes de produits, de communication, de catalogue. Donc c'est la joie de vivre, première valeur. Donc quand vous ouvrez les catalogues, les gens ils sont vivants, ils sont contents, il y a de la convivialité. C'est une marque qui est accessible au sens où elle ne doit pas être, on n'est pas dans le luxe du tout. Alors même si on est moins accessible qu'avant en termes de prix, certes, on a quand même une chaise bistrot qu'on peut trouver à 57 €. Et puis accessible, c'est aussi la reconnaissance du produit. C'est-à-dire que je me reconnais dans le produit, c'est pas des produits qui sont trop pointus, voilà. Inspirante, c'est important.
dans tout ce qui est innovation, on va dire. Nous, on veut innover, faire des nouvelles choses, donc on veut aussi être source d'inspiration pour les gens qui sont dans l'univers. Et attentionné dans la mesure où on porte attention à l'environnement, dans les valeurs de l'entreprise. On a l'attention portée à l'autre qui est importante en termes de solidarité et bienveillance. Donc c'est vraiment des valeurs de marque qui derrière sont aussi déclinées au niveau de l'interne. Et puis les fondements, évidemment, la couleur, qui est notre fer de lance, on peut dire. Et la matière, le fer, c'est une matière qui est facile à travailler, donc c'est une source d'innovation qui est assez chouette. Contrairement à la lune, pour le coup, c'est plus compliqué d'innover sur la lune parce que les techniques de production sont quand même un peu plus contraignantes. Voilà. Et alors, quand on vend à l'export, en fait, on vend vraiment l'art de vie dans la française. Ça, c'est hyper important. On ne vend pas des chaises et des tables, on vend le jardin du Luxembourg, on vend d'autres exemples. On est, par exemple, à l'université de Harvard. On a fait des gros resorts en Turquie aussi, voilà. Et on a une bonne présence dans les parcs et les jardins. Donc c'est une belle vitrine. Fermol, c'est une marque qui se veut et qui est innovante et qui surprend. Pour les 125 ans de la chaise bistrot, on a construit ici une tour Eiffel, que vous avez là-haut à gauche, avec 324 chaises bistrot, sachant que la tour Eiffel mesure 324 mètres. Et on l'a mis à côté de la tour Eiffel, donc on a une communication de dingue partout dans le monde. On a eu des reportages, enfin, c'était le côté un peu fou, mais qui nous a aidé aussi à mettre en lumière la spécificité de Fermob. On a fait aussi dans les trucs rigolos des pêches à la ligne, là, dans les rues de Paris, pour l'ouverture de notre deuxième magasin, boulevard Raspail. On a été présent sur les départs du Tour de France et on fait aussi, on est assez fiers de ça, tout le parc de Roland-Garros, donc les chaises d'arbitre, les chaises des joueurs, voilà, tout ça, ça a été fait par Fermob. Donc voilà, on innove, on surprend et on ne veut pas rester dans notre petit précaré sans musique, alors voilà, on est toujours en train de faire des choses différentes. Voilà, et pour conclure sur Fermob, ça c'est quelques photos de nos magasins pour dire qu'aujourd'hui on peut avoir un magasin Fermob. Le modèle existe et on peut vivre de ça. Donc là, vous avez Cologne en Allemagne, Nankin. Là, on a un magasin en Allemagne aussi. Bangkok, Lisbonne qu'on a ouvert l'année dernière qui cartonne. Et Moscou qui a été ouvert en mai aussi l'année dernière. Voilà. Ce sont des magasins propres ou ce sont des franchisés? Non, c'est des licences d'enseigne. On a les magasins qu'on a en propre sont en France. On en a 2 à Paris, 1 à Marseille et puis celui de Mâcon qu'on a racheté en même temps que voilà pour l'entreprise. Alors maintenant, je vais vous parler du retail, retail Fermob, donc qui fait partie des distributions historiques de Fermob. Alors le retail, je vais vous parler du retail en France parce que c'est plus connecté à ce que dira Nicolas derrière sur le site web. Et puis l'idée c'était de partager avec vous l'expérience du lancement de notre site de vente en ligne. Parce qu'il a fallu vendre à nos clients retail France et ça n'a pas été une partie de plaisir spécialement parce que j'avais un peu la truc en leur par business. Donc voilà, donc nous on a une distribution retail en France qui doit être composée d'à peu près 200 magasins indépendants. Donc ils ont des équipes de vente et c'est de la vente assistée, c'est-à-dire que ce n'est pas de la vente à emporter comme en grande distribution, c'est voilà, le vendeur qui va vous dire cette table, vous pouvez l'avoir en bleu, en vert, en truc, la dimension machin, voilà, donc on est vraiment là-dedans. L'univers de prédilection de ces magasins-là, c'est la déco et le mobilier. Donc il y a quelques années, on a vu fleurir des magasins qui faisaient que de l'outdoor, sauf que le modèle du magasin indépendant qui fait que de l'outdoor, c'est pas rentable. Donc ils ont vite fait indoor-outdoor. Et aujourd'hui, on a quasiment plus, il y en a peut-être 2 ou 3 qui restent, de magasins qui sont 100% outdoor. Ce qu'on peut dire sur le retail en France, c'est que c'est un marché qui est ultra mature et qui est très compliqué à dynamiser. Alors heureusement qu'il y a quelques marques qui innovent, qui font un peu des choses comme Picraft, Hafe, des marques qui sont un peu dans l'univers de la déco. Le cross-canal, c'était inexistant il y a quelques années chez nos revendeurs indépendants, donc ils lançaient tous leur site, histoire de dire qu'ils ont un site, mais à la fin c'est un métier, donc c'était compliqué pour eux de l'animer. Voilà
juste pour le portrait, la distribution. Donc au niveau des chiffres, au niveau de l'histoire du retail, le graphe est un peu présomptueux, parce que ça fait une très très grosse croissance. Mais n'empêche que sur un marché historique, on a quand même multiplié les chiffres par 4 à peu près, et avec des étapes importantes. 2006, on avait je dirais 350-400 revendeurs retail, mais ils achetaient ce qu'ils voulaient, les prix c'était ce qu'ils voulaient, il n'y avait pas de vraie politique de distribution. Donc en fait, l'objectif ça a été de dire on resserre le nombre de distributeurs, on leur donne la place, on réserve les zones de chalandise et derrière on crée des vrais partenariats. En même temps, on a commencé à développer de manière assez forte les ventes chez les pure players qui étaient Made in Design, de la maison. Donc ça, c'était relativement nouveau. Nous, on voulait de la visibilité essentiellement avec ces gens-là. Donc ça nous a apporté visibilité et chiffre d'affaires, parce que pour le coup, ils ont fait du beau boulot. En 2009, on a lancé le premier shop-in-shop Fairmob, et ça a été un levier de croissance incroyable. C'est-à-dire que le concept du shop-in-shop, c'est qu'on propose à un magasin indépendant un espace de 70-80 mètres carrés, habillé Fairmob, et ça cartonne. Enfin, vraiment, on a vu un décollage des ventes absolument incroyable. Donc ça nous a permis de nous développer. En 2013, on a lancé le site fairmob.com, de vente en ligne, et on a ouvert Raspail en 2015. Voilà. Donc ça nous a permis de nous développer. Raspail étant un flagship et pas un concurrent de nos revendeurs retail. Donc voilà pour l'histoire du retail. Alors, quand on a voulu lancer notre site de vente en ligne en 2012, on avait fait deux constats. On avait dit, bon, le transcanal, ça se développe, et nos revendeurs retail, c'est pas leur métier, c'est pas leur truc. Et en parallèle de ça, on veut que Fairmob soit une marque accessible, et donc le maillage qu'on avait dans ce réseau retail est insuffisant. 200 points de vente pour qu'on ait la France, c'est pas suffisant. On ne peut pas faire 100 km pour acheter du chaise Luxembourg. Donc on s'est dit, il y a un truc à jouer au niveau du site. Et en parallèle de ça, on avait en tête, bien évidemment, de renforcer le capital séduction de la marque, de continuer à faire de la visibilité sur Fairmob. Et le web devenait, en 2012, un canal incontournable, donc c'était le meilleur moyen de développer la notoriété. Dans ce qui nous a poussé à ouvrir, il y avait aussi soutenir le revendeur retail dans le développement des ventes. C'était une vraie volonté. On n'a jamais voulu se mettre en porte-à-faux avec le réseau. Ça a été compliqué pour eux à entendre, parce qu'ils nous voyaient comme de la concurrence déloyale, mais c'était une vraie volonté. C'est-à-dire que si vraiment tout avait été bloqué de leur part, on a été convoqués, on a été convoqués à Paris, ils sont regroupés entre eux, c'était interminable. Ça a duré 1 an, et au final, ils nous ont fait confiance, à peu près, enfin, pas trop au début, mais ils ont vu qu'on arrivait quand même à développer les ventes, et du coup, on a pu lancer le site. Et en fait, on l'a fait en les associant. Les grands principes, c'était de dire, nous, notre métier, c'est on va faire un site de vente en ligne, on sait gérer un site de vente en ligne, on sait faire du marketing, on sait faire de la vente, tout ça c'est nous. Et vous, vous c'est la relation client, c'est utiliser votre espace de stockage pour réceptionner les produits pour un consommateur, c'est gérer les SAV quand il y en a. Donc l'idée c'était vraiment de partager les savoir-faire, partager les charges, partager les marges aussi, parce qu'ils étaient rémunérés pour le trafic qu'on avait sur notre site, et développer les ventes pour tout le monde. C'était vraiment les objectifs principaux. Et bien sûr, faire de la visibilité, et faire de la visibilité aussi sur la marque qui rejaillit derrière sur tout le monde. Voilà, donc ça c'était ce qu'on demandait aux revendeurs, et qui est toujours en vigueur, 5 ans après. Donc le bilan, 5 ans après, je dirais qu'on a été une des premières marques, voire la première marque à lancer son site de vente en ligne dans l'univers dans lequel on est, à savoir le mobilier, parce que le mobilier c'est un peu moins avancé sur le web que d'autres secteurs d'activité. Donc ça a été une démarche innovante qui reste encore innovante. Aujourd'hui, il y a plein de marques qui ne sont pas vendues, qui n'ont pas leur propre site de vente en ligne, donc on reste en avance par rapport à ça. C'est un nouveau magasin aussi pour nous qui fait du chiffre d'affaires, donc ça c'est bien. Ça c'est bien aussi, voilà. Et dans les points négatifs, c'est un vrai métier. Alors Nicolas est arrivé et ça fait partie de l'expertise qui nous aide à développer. Ce n'était pas forcément très simple au départ. Et aujourd'hui, la difficulté qu'on a, c'est qu'on n'est pas encore en cross-canal le site avec nos propres magasins. Mais ça fait partie de la transformation
d'information, enfin tous les projets qu'on a ensemble. Dans une logique par exemple de click and collect ou des choses comme ça? On a déjà la logique, c'est juste que tout est fait à la main, quoi. Enfin, il n'y a pas de connexion entre les différents réseaux. En fait, on n'a pas encore de CRM qui connecte tous les consommateurs. Mais sinon, bien sûr, le client il va commander sur le site internet, il peut se faire livrer chez un revendeur indépendant, directement chez lui ou directement dans un rayon magasin. C'est complètement transparent pour le consommateur. Lui, il pense que c'est faire mode de manière générale. Et du coup, on envoie des clients chez nos revendeurs qui viennent chercher les colis. Voilà, donc c'était un moyen un peu astucieux de les associer. Sauf qu'aujourd'hui, pour que ça marche, il y a 2-3 personnes qui transpirent ici. Ouais. Sauf que c'est hyper manuel. C'est pour automatiser. Voilà. Il y a l'omnicanalité. Voilà, il faut encore qu'il y ait des gens qui traversent les portes qui permettent de franchir les. Vous êtes du script en collecte. Nous, on est très. Voilà, donc c'était bref, mais c'était juste pour vous donner les grandes idées de pourquoi on a fait ça, quelles questions on s'est posées, et aujourd'hui, si c'était à refaire, on le fait. Et votre site, c'est une business unit en tant que telle ou elle fait partie de... Non, elle fait partie du on n'a pas de business unit aujourd'hui chez Fermob. Pas encore. Tout est dans tout, tout à fait. Tout à fait. Alors, qui enchaîne?